Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On lance notre format Eurojour avec quelques jours d'avance, petit épisode test pour préparer l'Euro et pour parler donc de cette victoire de l'équipe de France contre la Bulgarie. 3-0. Aujourd'hui, on va parler de ce match et puis mon prono pour Italie-Turquie à la fin, mais sur cette rencontre, on va se pencher sur quelques axes. D'abord les éléments tactiques, ça c'est assez classique. La deuxième chose qui interpelle, c'est le côté Benzema-Giroud. Karim Benzema qui sort sur blessure, Olivier Giroud qui rentre et qui marque un doublé. Ça va être un point de discussion assez majeur, je vais vous livrer mon ressenti là-dessus. Enfin, formuler quelques points de réserve sur ce qu'on a vu pour essayer de répondre à la question, qui est celle de notre titre, l'équipe de France est-elle prête pour l'Euro? Alors sur les éléments tactiques, je pense qu'on a noté des choses qui sont un petit peu dans la continuité de la victoire sur le même score d'ailleurs contre le Pays de Galles il y a quelques jours. Je me suis noté une grosse densité axiale fournie par ce 4-4 de losange qui permettait un jeu combiné des joueurs avancés assez saillant, assez incisif je pense, à peu près dans la ligne de ce qu'on avait vu contre le Pays de Galles, beaucoup de petits circuits courts répétés dans l'axe qui ont donné pendant la première demi-heure en tout cas quand on était vraiment en 4-4 de losange avec ce triptyque Benzema, Griezmann, Mbappé. Pendant cette première demi-heure, des circuits assez séduisants, peut-être un petit peu plus de déchets que ce qu'on aurait aimé voir, mais quand même la promesse de quelque chose d'assez séduisant sur cette zone. Cette grosse densité axiale, elle permettait aussi beaucoup de ballons récupérés à la perte, quelques secondes seulement après les avoir perdus, le pressing à la perte qui était assez rapidement enclenché, et ça aussi c'était dans la continuité de ce qu'on a vu contre le Pays de Galles, l'équipe de France qui a récupéré un bon nombre de ballons dans les 30 mètres adverses, et un bon nombre de ballons je pense 3, 4, 5 secondes après l'avoir perdu, notamment grâce à des milieux relayeurs qui étaient stationnés assez haut sur le terrain. Donc ça c'est un second élément tactique qui est directement dérivé de ce choix de système de Didier Deschamps qui est un petit peu quand même, qui continue d'être la nouveauté sur ces derniers jours. Donc voilà, cette grosse densité axiale qui a aussi des enseignements sur la phase défensive. Et enfin je me suis noté un premier petit point d'alerte, même si on n'a pas vraiment eu l'occasion de l'explorer en profondeur sur cette partie, mais c'est des lignes françaises que j'ai trouvées assez distendues, sans ballon. Même sur les quelques phases que la Bulgarie a eu de jeu un petit peu plus placés, il y en a eu très peu, donc c'est difficile de formuler un avis dessus, mais sur les quelques moments où on a vu la Bulgarie relancer, je trouvais que cette animation défensive française en 4-3-3 était un peu moins rationnelle que la plus classique qui est en 4-4-2. Du coup les 3 de devant et les 3 milieux relayeurs, de par leur position, laissaient de mon point de vue pas mal d'espace, soit entre eux dans les intervalles, soit sur les côtés. Et voilà, ça je me le suis noté comme point d'alerte, on va revenir là-dessus par rapport au match contre l'Allemagne, notamment dans quelques jours. Ensuite sur le thème Benzema-Giroud, alors la première partie de cette équation c'est Karim Benzema, la grosse histoire c'est sa sortie sur blessure au bout de 35-40 minutes, alors je m'enregistre à 23h10, j'ai pas tous les éléments et toutes les dernières informations, mais de mon point de vue ça m'a pas l'air très grave, ça ressemble plutôt à une béquille, j'espère que ces mots seront pas maudits d'ici quelques jours ou quelques heures, mais le fait d'avoir réintégré le banc après sa sortie, même d'avoir réintégré le banc après la pause, après la mi-temps, ça laisse présager quelque chose de pas trop sérieux, même si c'est dommage, c'est un petit peu limiter la progression de son entente avec ses coéquipiers, celle qu'on aurait souhaité continuer à observer. Bon niveau de relations techniques entre Karim Benzema et les autres joueurs du secteur offensif. Il y a eu quelques petits moments de déchets qui n'ont pas permis de surfer sur une très bonne note, surtout avec sa blessure anticipée. Donc voilà, ça c'était dommage. Maintenant, j'ai quand même noté quelques bons moments en tant que point d'appui pour repartir depuis la base arrière, peut-être que vous vous en souvenez, mais un long ballon qui réussit à contrôler, se ramener avec le genou et puis un petit extérieur pour repartir vite vers l'avant. Karim Benzema, on l'a observé un petit peu dans ce registre, maintenant il sort au bout d'une quarantaine de minutes. Et la deuxième grosse partie de l'équation, c'est Olivier Giroud. Je me suis noté que son entrée m'a pas vraiment interpellé pendant au moins une bonne demi-heure, mais ensuite il y a son but, et ensuite il y a un deuxième but. Tous les enseignements qu'on va tirer de cette partie sont limités parce qu'en face c'était la Bulgarie et sa production était très pauvre. Dans le dernier quart d'heure, ils se sont assez nettement affaissés. Voilà, ça c'est le petit bémol qu'on met, mais quand même ce doublé sur le premier but, bon le geste est assez bien senti, il jaillit bien au premier poteau, même si le centre de Benjamin Pavard est excellent, peut-être qu'on y reviendra. Puis le deuxième sur un mouvement assez similaire, retrouvé au second poteau, et puis juste à la pousser au fond entre guillemets, mais la force du déplacement et la qualité de son déplacement est à signaler. Je m'étais noté aussi que si on avait quelques doutes sur la hiérarchie de l'équipe de France au poste de numéro 9, je pense pas que son entrée réussie changera grand chose sur Karim Benzema titulaire ou non, à moins que la blessure soit un peu plus grave que prévu. Je pense qu'il reste quand même dans l'esprit de Didier Deschamps le numéro 2. Mais si on avait quelques doutes sur la hiérarchie, notamment par rapport à Wissam Ben Yedder, je pense
pense que quelque part cette hiérarchie a été confirmée avec ce doublé, mais aussi avec la mine assez déconfite qu'on a vue de Wissam Ben Yedder au moment d'entrer sur la pelouse. Mais donc voilà pour Olivier Giroud, je pense que son entrée fait beaucoup de bien. Elle est aussi le rayon de soleil d'une rencontre qui a été un petit peu terne par moment. Je pense que si tu restes sur ce résultat-là à 1-0 et sur cette performance-là, juste avant de démarrer ton Euro, peut-être que c'est pas tout à fait dans le même état d'esprit mental que tu le fais. Là, l'entrée d'Olivier Giroud très réussie permet de rester sur une bonne note. Et ça, c'est un super point. Ensuite, je voulais parler de 2-3 autres choses que je mettrai dans une troisième partie, c'est-à-dire les autres leçons, les leçons un peu subsidiaires. Plusieurs points individuels peut-être. D'abord sur Paul Pogba, qui est de mon point de vue sans doute l'homme du match. Quand on a un Paul Pogba de ce niveau, c'est une super nouvelle pour plein de raisons. La France va avoir besoin de son volume, c'est ce que je m'étais noté, va avoir besoin de son volume et de cette qualité dans cette zone, surtout au vu du système privilégié qui demande d'avoir pas mal de volume sur les côtés. On l'avait noté dans le 24e épisode de retour. Mais voilà, ballon gagné, duel gagné, j'ai pas exactement les stats, mais il a été très impressionnant dans ce registre. Même jusqu'à la fin de partie, il y a un tacle autour de la 75e, 80e minute, effectué depuis l'arrière dans la moitié de terrain française, qui est assez impressionnant. Bon, très fort niveau d'énergie, très forte créativité aussi. Rien qu'avec le circuit Pogba-Mbappé, ça c'est une autre chose qui m'a particulièrement marqué. Rien qu'avec ce circuit, tu peux créer beaucoup de choses en fait. Donc même si la France a un peu moins de certitude collective que ce qu'elle aimerait avoir à ce stade de sa saison, en tout cas à quelques jours d'aborder l'Euro, tu sais qu'avec Pogba à la base de tes circuits, tu pourras créer encore beaucoup de choses dans un registre très Pogba, c'est-à-dire beaucoup de risques pris à la passe, des ouvertures très créatives et très risquées, mais qui apportent énormément, qualité de jeu long. Griezmann, il fallait en parler, un vrai leader technique, un vrai leader moral. Alors depuis quelques jours, le petit kiff que je me fais, c'est regarder toutes les vidéos de l'équipe de France sur la chaîne YouTube de l'équipe de France. On le voit toujours aussi joyeux et bout en train, mais là, nouveau leader technique, son retourné acrobatique est dévié, qui permet de faire but, mais la prise de risque, la prise d'initiative démontre un certain niveau de confiance, c'est une super bonne nouvelle pour l'équipe de France. Et puis enfin, je voulais parler des quelques entrants. L'entrée de Lucas Digne, je pense qu'il y a un mot à dire là-dessus. C'est pas forcément une surprise. Ce qu'il avait montré contre le Pays de Galles, c'est un peu dans la lignée de ce qu'on a vu hier, et c'est un peu dans la lignée du choix de Didier Deschamps, c'est-à-dire qu'il apportait le dynamisme que Lucas Hernandez a un petit peu plus de mal à incarner. Lucas Hernandez que j'ai trouvé un petit peu plus en difficulté pour passer d'une position statique à une position dynamique. Avec ballon, Lucas Digne bien meilleur dans l'infiltration des espaces. Donc voilà, si j'étais Lucas Hernandez, je serais peut-être un peu inquiet pour mon rôle de titulaire. Je pense que ça reste une des grosses interrogations qu'a encore Didier Deschamps, et je serais pas surpris d'ailleurs de voir Lucas Digne commencer titulaire contre l'Allemagne. Et enfin, sur les entrées, peut-être Thomas Lemar, que j'ai trouvé assez intéressant au cœur du jeu, des bonnes projections, de la vivacité, même s'il doit mieux faire sans doute à l'approche du dernier tiers, et Ousmane Dembélé, auquel on peut appliquer à peu près les mêmes remarques. Mais donc voilà pour les points positifs. Quelque part, ils viennent masquer un certain nombre de réserves que je tiens à formuler tout de même. Et je pense que la plus grosse raison pour laquelle on peut avoir des réserves, c'est qu'hier soir, on n'a quasiment rien vu en fait. Les enseignements qu'on peut tirer d'une partie où la Bulgarie réussit un tir, et seulement à la 78e minute, forcément, ces enseignements ils sont limités. On n'a pas beaucoup vu les faiblesses de l'équipe de France sur ce match, mais ça signifie pas du tout que l'équipe de France n'a pas de faiblesse. J'ai des réserves sur leur phase sans ballon face à une défense à 3 potentiellement. Alors on a parlé des poches d'espace qui s'ouvraient entre les lignes et même sur les côtés, avec ce 4-3-3 en phase défensive qui me semble assez peu rationnel, moins que le 4-4-2 pour bloquer les espaces côtés. Donc je suis un petit peu inquiet par exemple contre l'Allemagne qui joue avec 3 défenseurs. Sur la phase de relance de l'Allemagne, 3 défenseurs et des pistons très larges, vraisemblablement collés à la ligne de touche, plus des milieux de terrain à l'intérieur du jeu. On n'a pas non plus eu trop la possibilité de voir la France exploiter les transitions offensives. On ne sait pas vraiment si la France est aussi forte en transition offensive qu'elle ne l'était en 2018 en fait, parce que contre la Bulgarie, il y a eu quasiment 0 moment où la France a pu partir de son arrière-base. Kylian Mbappé par exemple, que ce soit contre le Pays de Galles, contre la Bulgarie, il a beaucoup eu le ballon dans ses pieds, on l'a pas beaucoup vu aller chercher le ballon dans les grands espaces. Donc voilà, ça reste un point d'interrogation et une réserve qu'on peut formuler, parce qu'il est possible que contre l'Allemagne, contre le Portugal, peut-être même contre la Hongrie, peut-être moins maintenant que Dominique Szoboszlai sera pas là, mais voilà, il est possible que l'équipe de France se retrouve souvent dans des situations où elle doit attaquer depuis des positions basses. Je suis pas sûr que la France ait 65% du ballon contre l'Allemagne, contre le Portugal par exemple. Donc à voir si l'équipe de France sera toujours aussi performante dans ce registre. Et enfin, je me suis noté que je suis pas très rassuré de ce que j'ai vu sur coup de pied arrêté.
Les offensifs comme les défensifs, peut-être que l'équipe de France n'a pas eu trop le temps de les travailler encore. Il y a eu un renouvellement du groupe aussi. Il y a quelques armes qui ont été perdues, quand on pense rapidement au but d'Umtiti contre la Belgique, sur corner. Voilà. Je pense qu'il y a des choses à travailler dans ce registre. Quand tu mets ça, plus les pénaux ratés, les derniers pénaltys ratés de l'équipe de France, c'est pas optimal dans un tournoi où tu peux arriver sur une séance de tir au but. Donc entre les coups de pied arrêtés, pas convaincu, le jeu de transition offensif, pas totalement convaincu, la phase sans ballon, on n'a pas encore observé beaucoup de choses. Est-ce qu'on serait vraiment surpris de par exemple voir la France en grande souffrance contre l'Allemagne, arriver sur son premier vrai défi à Munich et être assez inquiété? Voilà, c'est pas pour me faire ultra pessimiste. De ce que je vois, je trouve que l'équipe de France, sur ses forces, peut faire très mal. Si la force, c'est la capacité à être très très pertinent dans l'axe, que ce soit avec ou sans ballon, voilà, sur ces forces-là, je pense que la France peut faire mal. Maintenant, sur ses faiblesses, c'est une grosse zone d'ombre en fait, et on ne sait pas trop vers quoi on avance. Je pense que le match contre l'Allemagne sera un énorme révélateur, et pour l'instant, on a assez peu de certitudes sur lesquelles se baser. Voilà, pour moi, ça permet de répondre grosso modo à la question: est-ce que la France est prête pour l'Euro? La réponse c'est: on ne sait pas du tout en fait, parce qu'il y a encore beaucoup de zones de jeu sur lesquelles on a très peu de réponses. Donc voilà pour l'équipe de France. Très vite, on finit avec ma partie prono pour parler d'Italie-Turquie qui est dans quelques jours. Je voulais faire un petit segment où je mentionne quand même le tout premier match de l'Euro, Italie-Turquie, qui va jouer au stade olympique de Rome. Ce sera vendredi soir, 21h, le coup d'envoi de l'Euro. Et alors, pour l'Italie, on a, de mon point de vue, une très belle équipe. Collectivement, pour le coup, il y a pas mal de certitudes. De ce que je lis, j'ai l'impression qu'il y a aussi une bonne ambiance dans ce groupe et un état d'esprit assez positif autour de la sélection. C'est Bonucci, par exemple, en interview, qui parle d'un projet qui prend forme, d'un haut niveau d'enthousiasme, de talent, de jeunesse et d'expérience, un bon mix des deux. Et aussi, c'est assez notable parce qu'il l'évoque de manière très forte, pas de controverse, pas de polémique autour de la squadra azzurra pour la première fois, selon lui. Et ça fait une grosse différence, de son point de vue, sur l'état de forme, en tout cas sur l'état d'esprit de ce groupe avant d'aborder l'Euro. Sur le papier, un très très bel entrejeu, et on voit sur plusieurs séquences quand ça combine, c'est super soyeux, devant des ailiers qui sont assez en vue aussi sur les dernières rencontres. Chiesa et Insigne ont bien brillé. Maintenant, petit bémol sur le poste de 9, je crois que c'est un gros point qui revient régulièrement. Ciro Immobile, qui est censé être le numéro 9 titulaire, c'est pas super rassurant. Andrea Bellotti non plus. Quel niveau pour Giacomo Raspadori de Sassuolo? C'est un 2000, donc 21 ans. 1m72, un profil assez particulier. C'était un petit peu la surprise de la liste de Mancini, donc voilà, ça ce sera un des joueurs à suivre peut-être de cet Euro. Alors l'Italie reste sur 6 matchs consécutifs sans encaisser de but. À première vue, très bonne nouvelle et symbole d'une Italie très solide. Peut-être que quand on y regarde de plus près, on peut remettre la chose en perspective, on peut nuancer un peu. Les adversaires en face étaient globalement pour la plupart assez faibles, et puis peut-être que c'est une performance défensive qui est acquise surtout grâce à une grosse maîtrise du ballon. L'Italie marge généralement à 70% de possession sur ses derniers matchs, un milieu de terrain qui contrôle les parties, parce que derrière, et notamment au niveau de la charnière centrale, il y a quelques questions. Bonucci-Chiellini, ça commence à se faire vieux, c'est plus que ça commence, c'est assez vieux, et on voit de temps en temps des petites bévues, des petites lacunes. Derrière eux, derrière Bonucci-Chiellini, et si on accepte Bastoni, Acerbi ou Toloi, voilà, c'est pas des top solutions. Il y a Florenzi, dont on connaît les lacunes aussi. Donc petite inquiétude ou interrogation, on va dire, autour du secteur défensif, parce que d'un côté, 6 matchs consécutifs sans encaisser de but, ça fait quoi, 540 minutes, et de l'autre, une charnière centrale et peut-être un petit peu plus qui inquiète. Donc voilà pour l'Italie. Pour la Turquie, les 6 derniers matchs sont aussi assez positifs, 4 victoires et 2 nuls, mais c'est très hétérogène. Il y a une très belle victoire contre les Pays-Bas, c'était fin mars, donc il n'y a pas si longtemps, mais 6 jours plus tard, un nul 3 partout contre la Lettonie, qui est une très très faible sélection, une très très faible nation, 3 partout en ayant mené 3-0, c'est peut-être assez représentatif de cette équipe turque. Bien sûr Demiral, Merih Demiral, et bien sûr Çağlar Söyüncü, donc une charnière centrale assez costaud, et puis le latéral droit, c'est peut-être l'inverse de l'Italie, avec le latéral droit Zeki Çelik en bonne forme. Voilà, la Turquie c'est toujours assez particulier, on sent une équipe très très investie sur cet Euro. Peut-être que le match joué à Rome peut peser, mais en même temps, je pense qu'il y a une certaine pression qui est mise sur l'Italie avec le fait d'ouvrir l'Euro à domicile, avec le retour du public en plus. Ça peut créer un contexte psychologique assez particulier. On sait que par exemple sur le dernier Euro en 2016, le match d'ouverture de l'équipe de France s'était décanté seulement à la toute dernière minute sur ce but un peu miraculeux de Dimitri Payet. Ça peut être une manière assez compliquée d'aborder un tournoi. Alors, forcément, l'Italie est un énorme favori quand on regarde les codes sur Betclic, qui sont à 1,55, le nul à 3,80 et la Turquie à 8,30, en tout cas au moment où je m'enregistre. Mais
Si je devais miser, peut-être que je partirais plutôt sur un nul. J'ai un peu du mal à me décider entre ces deux sélections. Je pense qu'on a un beau match pour lancer 7 euros. Et je vois des faiblesses potentielles des deux côtés. Si je devais miser, je pars sur un nul. Et voilà, j'espère surtout que cette preview vous permettra de savourer encore davantage le coup d'envoi de 7 euros. Ça fait tellement plaisir. Si vous voulez miser, bien sûr, vous pouvez le faire sur BetClick, mon partenaire. Vous avez 200 euros offerts. C'est plus 100 euros, c'est 200 euros pendant toute la durée de l'euro. Et à partir d'aujourd'hui, à partir d'il y a quelques jours, vous avez 200 euros offerts avec le code promo Willou, ou plus exactement, votre premier pari est remboursé si perdant à hauteur de 200 euros. Donc je vous mettrai le lien qui explique tout ça en commentaire. Si vous voulez miser sur BetClick, si vous avez déjà prévu de vous inscrire sur BetClick, vous pouvez le faire avec le code promo Willou, ça m'aide énormément. Vous le savez, j'ai une petite commission à chaque utilisation du code, donc n'hésitez pas. Et peut-être qu'on peut finir sur le fait que cette série est lancée aujourd'hui. Eurotour, qu'on a mené pendant 24 épisodes, devient à partir d'aujourd'hui Eurojour. Tous les jours, on se retrouvera à 7h du matin sur YouTube pour une analyse des matchs de la veille et pour mes pronos des matchs qui suivent, pour mes pronos des matchs du jour, ma petite preview. Et voilà, je vous mets tous les liens qu'il faut en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très très vite pour la prochaine. En attendant aussi, si ce maillot vous a plu, je vous mettrai le lien du site que j'utilise en description. Et merci pour tout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Abonnez-vous pour ne pas rater toutes les analyses qu'on va faire pendant l'Euro. Et on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Bon week-end et bon Euro. Bisous.